Pour me punir d'avoir refusé de sortir mon frère de prison, mon père a fait livrer son SUV accidenté chez moi. Sauf que je n'y habite plus. Le nouveau proprio a fait enlever l'épave et le pire restait à venir. La dépanneuse est arrivée à 15 h un samedi. Le SUV accidenté de mon frère pendait à l'arrière, le devant écrasé, les airbags déclenchés, le pare-brise en toile d'araignée. Le chauffeur a consulté sa feuille de route, a reculé dans l'allée et a déposé le véhicule sur le béton comme s'il livrait des meubles. Mon père avait tout organisé. Il pensait que c'était ma maison. Elle ne l'était pas. Je l'avais vendue il y a 4 mois et je ne l'avais dit à personne. Le nouveau propriétaire est sorti en short de sport, une tasse de café à la main, a regardé le SUV, a regardé le chauffeur, a vérifié la plaque d'immatriculation et a appelé un service de remorquage pour le faire enlever avant même que le chauffeur n'ait eu le temps de retourner à son camion. Le message de mon père était arrivé chez quelqu'un d'autre. Et ce n'était même pas le pire. Revenons au début. Je m'appelle Nathan. Mon frère, Kevin, a 31 ans. J'en ai 28. Depuis 6 ans, Kevin m'appelle à 2 h du matin avec un chiffre et attend que je comble le silence avec de l'argent. La première fois, c'était 3 000 € pour une caution. Il s'était fait arrêter pour une raison que je n'ai jamais complètement comprise et qu'il n'a jamais complètement expliquée. J'ai viré l'argent car c'était mon frère et 2 h du matin ressemblait à une urgence. La deuxième fois, c'était 5 000 € pour le loyer, il avait 3 mois de retard et son propriétaire engageait une procédure. La troisième fois, c'était 2 200 € pour un avocat dans une affaire qui, selon lui, était un malentendu, mais qu'il avait décrite avec suffisamment de lacunes pour que je sache que ce n'était pas le cas. Sur 6 ans, j'ai sauvegardé chaque confirmation de virement dans un dossier sur mon téléphone. Pas au début, pas intentionnellement. J'en avais besoin pour mes impôts, mais le dossier a grossi. 47 entrées. Le total s'élevait à 84 000 €. Je n'ai jamais dit le montant total à personne. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à Kevin. Je portais ce chiffre comme on porte le reçu de quelque chose qu'on ne peut pas retourner. Kevin ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois en 6 ans. Il appelait avec un chiffre. Je versais le chiffre, et la prochaine fois que j'avais de ses nouvelles, c'était avec un autre chiffre. Il n'y avait pas de gratitude entre les deux, car la gratitude aurait fait de cet argent un cadeau, et les cadeaux donnent aux gens le sentiment d'être obligés d'être prudents avec ce qu'ils ont reçu. Kevin ne voulait pas se sentir obligé. Il voulait que l'argent arrive et que la conversation se termine. La 5e année, j'ai commencé à remarquer une tendance. Les appels arrivaient par grappes. 2 mois de silence, puis 3 appels en 2 semaines. Caution, puis loyer, puis avocat. La grappe se terminait et Kevin disparaissait pour quelques mois encore, jusqu'à ce que le prochain désastre se construise autour de lui. Il n'était pas malchanceux. Il était constant. Il y a 3 ans, Kevin avait besoin d'une voiture. Pas de crédit, pas d'épargne, pas de co-emprunteur. Mon père a appelé. Il n'a pas demandé comme on demande une faveur. Il a demandé comme un manager assigne une tâche, avec une attente déjà intégrée dans son ton. Kevin a besoin d'une voiture pour travailler. Tu vas te porter co-emprunteur pour le prêt. J'ai déjà parlé au concessionnaire. Tu as déjà parlé avec eux. C'est réglé. Tu n'as qu'à signer. J'ai signé. Kevin a effectué les paiements pendant 4 mois. Puis il a arrêté. Le prêteur m'a appelé, pas Kevin, car mon crédit était celui qu'il pouvait atteindre. J'ai effectué 3 paiements moi-même avant de dire à Kevin de s'en occuper. Il a dit qu'il le ferait. Il ne l'a pas fait. Le prêteur a arrêté de m'appeler quand j'ai commencé à les appeler, ce qui est le seul avantage d'être co-emprunteur. On peut être proactif face à la dette de quelqu'un d'autre. Puis Kevin a accidenté la voiture. Il conduisait avec un permis suspendu. Pas d'assurance. La prime avait expiré 3 mois avant l'accident car Kevin avait arrêté de payer et n'avait rien dit à personne. Il roulait trop vite sur une route mouillée à 1 h du matin un mercredi. La voiture a heurté un terre-plein, a dérapé et s'est immobilisée contre un garde-corps. Kevin s'en est sorti avec une épaule meurtrie et une histoire qu'il a racontée de 3 manières différentes selon la personne qui posait la question. La voiture a été remorquée jusqu'à une fourrière. Kevin n'avait pas l'argent pour la récupérer. Il m'a appelé. J'ai dit que j'y réfléchirais. C'était il y a 2 mois.
La voiture est restée au parc. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas appelé. Pour la première fois, j'ai laissé le silence faire son œuvre. Rien. Mon père a remarqué le silence. Il ne l'appelle pas silence. Il l'appelle négligence. Dans sa version de la famille, mon rôle est d'absorber les problèmes de Kevin comme une éponge absorbe l'eau. Silencieusement, complètement, sans plainte. Quand l'éponge arrête d'absorber, c'est l'éponge le problème, pas l'eau. L'année dernière, mon père ne m'a pas appelé à propos de Kevin. Il a fait autre chose. Il a transféré mes coordonnées au propriétaire de Kevin après qu'il eut reçu un avis d'expulsion. Il ne me l'a pas demandé. Il ne m'a pas prévenu. Le propriétaire m'a appelé un mardi après-midi et a dit « Chérie, ton père dit que tu t'occupes de la situation du loyer de ton frère. » Je ne m'en occupais pas. Je n'étais pas au courant. Mais l'appel m'a mis dans une situation où refuser donnait l'impression d'abandonner Kevin face au propriétaire. C'est comme ça que mon père fonctionne. Il ne demande pas. Il organise. Il crée des situations où dire non demande plus d'efforts que dire oui. Et il le fait à distance pour que ses mains restent propres. Le coup de la dépanneuse était le même coup, juste plus bruyant. Il y a 3 semaines, jeudi, 2 heures du matin, le téléphone s'est allumé. Le nom de Kevin. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries. Je savais déjà de quel type d'appel il s'agissait. J'ai besoin de 8 000 €. Pas de bonjour, pas de contexte. Juste le chiffre et le silence qui suit. Le silence est la technique de Kevin. Il lâche un chiffre et attend, car plus le silence dure, plus l'autre personne se sent mal à l'aise. Les gens mal à l'aise vont chercher leur portefeuille. J'ai dit non. Un mot. Pour la première fois en 6 ans. Kevin n'a pas répondu pendant 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire non? Comme si le mot était dans une langue qu'il ne parlait pas. Je veux dire non. Je n'envoie pas d'argent. Nathan, je suis sérieux. C'est grave. C'est toujours grave, Kevin. Ça fait 6 ans que c'est grave. La réponse est non. Ce n'est pas comme les autres fois. J'en ai besoin. Tu en avais besoin à chaque fois. C'est ce que tu disais à chaque fois. Et à chaque fois, je payais et tu rappelais quelques mois plus tard avec un chiffre plus gros. La tendance ne s'arrête pas parce que je continue de la financer. Alors tu me coupes. Je coupe les virements. Je ne te coupe pas. Si tu as besoin de parler, appelle-moi pendant la journée comme une personne normale. Si tu as besoin de 8 000 €, je ne peux pas t'aider. Il a raccroché. Pas d'argument, pas de négociation, juste le clic d'un homme qui s'attendait à un virement et a reçu un mot qu'il n'avait jamais entendu de ma part auparavant. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de mon père. Ton frère m'a appelé. Il dit que tu refuses de l'aider. C'est vrai? Oui. Rappelle-le. Règle ça. Non, Nathan. Il a besoin de 8 000 € pour quelque chose qu'il n'explique pas. Je lui ai envoyé 84 000 € en 6 ans et il ne m'a jamais dit à quoi servait cet argent. J'en ai fini. Mon père n'a pas répondu à ce message. Il a appelé Kevin à la place. Puis il m'a appelé le lendemain et le jour suivant. Je n'ai répondu aucune des 2 fois. Il a laissé un message vocal. Ton frère a des ennuis et tu ignores ta famille. J'ai gardé le message vocal. Je n'y ai pas répondu. Puis est arrivé le samedi. Ce fut le premier domino. Le deuxième fut ce que mon père en a fait. Maintenant, parlons de la maison. Il y a 4 mois, j'étais assis dans ma cuisine à 23 h un mercredi, regardant mon téléphone. Kevin avait appelé cet après-midi-là pour demander 1 500 € pour quelque chose qu'il ne voulait pas expliquer. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'ai pas envoyé l'argent. Je me suis assis là, regardant le comptoir où je me tenais toujours quand je faisais les virements. Et j'ai réalisé que le comptoir était le seul endroit de la maison où la famille me joignait. Chaque appel à 2 h du matin répondu depuis ce comptoir. Chaque transfert confirmé depuis ce comptoir. La maison n'était pas un foyer. C'était un terminal. J'ai mis la maison en vente le mardi suivant. Une agent immobilière trouvée en ligne. Pas d'affiche dans le jardin. Pas de journée portes ouvertes. Visite privée uniquement.
Elle s'est vendue en 3 semaines à un homme nommé Gary Whitfield. J'ai signé l'acte de vente un jeudi. J'ai pris le chèque et j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre à 22 km de là, ce week-end-là. Je n'ai pas redirigé mon courrier. J'ai pris une boîte postale. Je n'ai pas mis à jour mon adresse auprès de qui que ce soit dans la famille. Personne n'a remarqué. Ma mère n'était pas venue à la maison depuis 2 ans. Mon père n'y était jamais venu. Kevin était venu 2 fois, les 2 fois pour récupérer un chèque. La maison aurait pu être démolie et reconstruite en station-service, et ma famille ne l'aurait pas su avant d'avoir besoin d'y envoyer quelque chose. J'ai vendu en silence parce que le silence était le seul espace que ma famille ne contrôlait pas. Après avoir dit non aux 8 000 €, mon père a appelé 3 fois en 2 jours. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, « Ton frère a des ennuis et tu ignores ta famille. » J'ai gardé le message vocal. Je n'y ai pas répondu. Puis mon père a fait ce que mon père fait. Il n'a plus appelé. Eh bien, il n'est pas venu chez moi. Il ne s'est pas assis avec moi et n'a pas eu une conversation sur pourquoi j'avais dit non ou ce que Kevin avait fait pour épuiser sa dernière ligne de crédit. Il n'a fait aucune des choses qu'un père fait quand il veut comprendre son fils. Il a organisé quelque chose. Samedi matin, il s'est rendu au parc de Fourrière. J'ai appris plus tard, de la part de la société de remorquage, qu'il était arrivé à 9 h. Il est entré, s'est renseigné sur le véhicule de Kevin et a payé les 280 € de frais de libération avec sa carte de crédit. L'employé du parc a demandé s'il était le propriétaire enregistré. Il a dit qu'il était le père. L'employé a dit que le propriétaire enregistré devait autoriser la libération. Mon père a dit, je l'autorise. Je paie pour cela. C'est la voiture de mon fils. L'employé a laissé faire parce que 280 € sont 280 € et les parcs de Fourrière ne discutent pas avec les cartes de crédit. Ensuite, il a appelé une société de remorquage. Pas la même qui avait remorqué la voiture de Kevin après l'accident. Une différente. Il a donné une adresse au chauffeur. Mon ancienne maison. La maison que j'avais vendue il y a 4 mois à un homme dont mon père n'avait jamais entendu parler. Il a dit au chauffeur de reculer dans l'allée, de déposer le SUV et de partir sans sonner. Juste déposer et partir. C'étaient les instructions. Déposer et partir. Comme s'il laissait un colis. Comme si la voiture accidentée était une note qu'il glissait sous une porte. Sauf que la porte appartenait à Gary Whitfield et que la note était un SUV écrasé avec des airbags déployés. À 15h15, mon père m'a envoyé un SMS, « J'ai fait déposer le SUV chez toi. Laisse-le là. Il paiera quand il le verra. » J'ai lu le message assis dans mon appartement. 22 km plus loin, dans un immeuble que mon père n'a jamais vu, dans une rue qui n'existe pas selon lui. Le message était le plan. L'adresse était le défaut. Nous y voici, à 15 h, la dépanneuse a reculé dans l'allée de mon ancienne adresse. Le chauffeur a abaissé la plateforme et a fait glisser le SUV accidenté sur le béton. Le devant écrasé, un phare pendant, du verre sur l'allée. Gary Whitfield était à l'intérieur, regardant un match. Il a entendu le camion, a regardé par la fenêtre et a vu un SUV accidenté qui n'était pas là 20 minutes auparavant. Il est sorti avec une tasse de café à la main. Et, attendez. Qui a commandé ça? Le chauffeur a consulté sa feuille de route. Une livraison de Richard Nova à cette adresse. Je ne connais aucun Richard Nova. J'ai acheté cette maison il y a 4 mois. Faites enlever ça de mon allée, monsieur. Je ne fais que la livraison. Vous devrez appeler l'entreprise. Il y a un SUV accidenté dans mon allée que je n'ai pas demandé, d'une personne que je n'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas une livraison. C'est un dépôt sauvage. Le chauffeur est parti. Gary a vérifié la plaque, a confirmé qu'elle n'était pas enregistrée à son nom ou à celui de quelqu'un qu'il connaissait, et a appelé un service de remorquage. Ils sont arrivés en 20 minutes. Le SUV a été soulevé de son allée et ramené au parc de Fourrière, le même parc d'où il était parti ce matin-là. Nouvelle entrée, nouveau tarif, 350 € de récupération en plus des 280 € de libération que mon père avait déjà payé. La voiture a fait un aller-retour à travers la ville et s'est retrouvée là où elle avait commencé, mais maintenant elle coûtait plus cher. Gary a également déposé une plainte auprès de la société de remorquage et un rapport auprès de la ville. Ensuite, il a appelé le numéro figurant sur les documents,
ce qui a mené à mon père. J'ai entendu plus tard ce que Gary a dit, Monsieur Nova. Si un quelconque véhicule apparaît sur ma propriété à nouveau, je déposerai une plainte auprès de la police et j'engagerai des poursuivis judiciaires. Mon père avait été menacé par un homme qu'il n'avait jamais rencontré, pour une voiture qui n'appartenait à aucun des deux. Tout cela à cause d'un plan conçu pour punir un fils qui n'y habitait pas. À 16 heures, mon père a appelé. Sa voix était tendue. La voix d'un homme qui s'attendait à une confirmation de livraison et a reçu une annulation. La voiture est partie. Quelqu'un l'a fait enlever de ton allée. Ce n'est pas mon allée, papa. J'ai vendu la maison il y a 4 mois. Silence. Le genre qui se produit quand une phrase tombe sur quelqu'un qui n'était pas préparé. Tu as vendu la maison? Oui. Tu as vendu ta maison et tu ne l'as dit à personne. J'ai vendu ma maison. Je n'étais pas au courant que j'avais besoin d'un co-emprunteur pour cela. Encore plus de silence. Je pouvais l'entendre recalculer. L'homme qui expédie les conséquences aux adresses venait de découvrir que sa carte était obsolète de 4 mois. Qui habite là maintenant? Un homme nommé Gary Whitfield. C'est lui qui a fait enlever la voiture. De plus, il a déposé une plainte auprès de la société de remorquage et un rapport auprès de la ville. Il a fait un rapport. Tu as déposé une voiture accidentée sur la propriété d'un étranger sans permission. Il l'a traitée comme ce qu'elle était. C'est ta faute. Si tu avais simplement aidé Kevin, je n'aurais pas eu à faire ça. Tu n'avais pas à faire ça. Tu as choisi de le faire. Personne ne t'a forcé à aller à la fourrière, à payer des frais de libération, à engager une dépanneuse et à livrer une voiture accidentée à une adresse que tu n'as pas vérifiée. Chaque étape était une décision que tu as prise. Et chaque décision est tombée sur quelqu'un qui n'est pas moi. Ne me donne pas de leçons. Je ne te donne pas de leçons, papa. Je décris ce que tu as fait. Tu as envoyé une dépanneuse pour me punir d'avoir dit non. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas rendu visite. Tu as expédié une conséquence à des coordonnées comme tu le fais toujours. Et les coordonnées étaient fausses. Où habites-tu maintenant? Pas là-bas. Nathan, je te pose une question et je te donne une réponse dans un endroit dont tu n'as pas l'adresse. J'ai besoin de ton adresse. Non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Je veux dire non, tu n'auras pas l'adresse. Je suis ton père et tu as envoyé une voiture accidentée à ma dernière adresse en guise de punition. Alors non, tu n'auras pas la nouvelle. C'est ridicule. Tu ne peux pas te cacher de ta propre famille. Je ne me cache pas. Je suis dans mon appartement en ce moment. Je peux voir mon comptoir, mon café et mon téléphone avec ton nom à l'écran. Je ne me cache pas. Je ne te donne tout simplement plus l'adresse de livraison. Tu l'as perdu quand tu l'as utilisé. Il est resté silencieux pendant longtemps. C'était nouveau. Il avait expédié la culpabilité, les dépanneuses, les messages vocaux, les propriétaires, et les membres de la famille à ma porte pendant des années. Et chaque expédition supposait qu'il connaissait l'emplacement de la porte. Maintenant, la porte avait bougé et l'homme derrière elle ne lui disait pas où. Tu tiens un registre dans ta tête, papa. Les choses que j'ai refusé de faire. Mais le registre manque chaque euro que j'ai déjà dépensé. 6 ans d'appel à 2 heures du matin, 6 ans de virement. Rien de tout cela n'apparaît dans tes calculs parce que tes calculs ne comptent que dans un sens. Cela n'a rien à voir avec ça. Cela a tout à voir avec ça. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté debout 1 minute. L'appartement était silencieux. Le message de mon père était toujours à l'écran. J'ai fait déposer le SUV chez toi. Je l'ai lu à nouveau. Chez toi. Il avait écrit chez toi à propos d'une maison qui appartient à Gary Whitfield. Il avait expédié une voiture accidentée à des coordonnées qui ne sont plus les miennes depuis mars. Et la confiance dans son message me dit qu'il n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. Il n'est pas passé. Il a supposé parce que vérifier aurait nécessité de prêter attention à ma vie, et prêter attention à ma vie n'a jamais fait partie de son système. J'ai fermé le message et ouvert le réfrigérateur. J'ai préparé un sandwich. Je l'ai mangé debout au comptoir pendant que mon téléphone restait sombre sur le granit. Quelque part de l'autre côté de la ville, Gary Whitfield déposait des documents concernant une voiture qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Quelque part d'autre, mon père était assis avec un téléphone éteint et un débit sur sa carte de crédit pour un message que personne n'avait reçu. J'ai fini mon sandwich. J'ai lavé l'assiette. L'appartement est resté silencieux. Samedi soir, ma mère a appelé. J'ai décroché car ces appels fonctionnent différemment des opérations de mon père. Les siennes sont conçues pour sonner comme de l'inquiétude. Salut, mais l'inquiétude pointe toujours dans la même direction. Vers le système. Nathan, ton père est fou de chagrin. Et ton frère, il a failli mourir dans cet accident. Tu comprends ça? Il aurait pu mourir. Il conduisait avec un permis suspendu sans assurance. Maman, il a choisi ça. Cela ne veut pas dire que nous l'avons abandonné. Qui l'a abandonné? Je lui ai envoyé de l'argent pendant 6 ans. Je me suis portée co-emprunteuse pour sa voiture. J'ai répondu à tous les appels. La seule fois où j'ai dit non, papa a envoyé une dépanneuse à une maison que je ne possède pas pour me culpabiliser et me faire payer 8 000 €. Ce n'est pas de l'abandon. C'est un système qui punit la seule personne qui a arrêté de participer. Ton père n'est pas un système, Nathan. C'est un homme qui aime sa famille. Elle a été silencieuse, puis plus douce. Où vis-tu maintenant? Ton père a dit que tu avais vendu la maison. Je l'ai fait. Quand? Il y a 4 mois. 4 mois et tu ne nous l'as pas dit. Non. Pourquoi? Parce que c'est ça, maman. Parce que tout ce que je partage devient quelque chose que vous utilisez. La maison était quelque chose que je partageais. Maintenant, l'adresse est ce que vous demandez. Si je vous la donne le mois prochain, il y aura une voiture dans l'allée ou un frère sur le pas de la porte ou un message vocal sur la façon dont j'abandonne la famille. L'adresse deviendrait simplement un autre itinéraire de livraison. Ce n'est pas juste. Ni un SUV accidenté dans l'allée d'un étranger, mais nous y voilà. Elle a tenté une dernière approche. Si tu voulais bien parler à ton père. On pourrait régler ça en famille. La dernière fois que papa a réglé quelque chose, il a transféré mon numéro de téléphone au propriétaire de Kevin sans me le dire. La fois d'avant, il a organisé un co-emprunt sans me demander. Régler les choses dans cette famille signifie me proposer volontairement mon temps, mon crédit et mon argent sans mon consentement. J'en ai fini d'être réglé. Elle n'a pas répondu. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a dit, « Je suis inquiète pour toi. » Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Je suis la seule personne dans cette situation qui n'a pas perdu d'argent, de biens, ou de sommeil. La personne pour qui tu devrais t'inquiéter, c'est Kevin, qui doit maintenant 350 € qu'il n'a pas parce que papa a utilisé sa voiture comme accessoire. Elle a raccroché, pas en colère, mais dépassée. L'appel avait pris une direction pour laquelle son scénario n'était pas écrit. Je me suis assis à mon comptoir pendant un moment après cela, et l'appartement était silencieux. Le téléphone était chaud dans ma main après 2 appels consécutifs, l'un de chaque parent, chacun utilisant une stratégie différente contre le même mur. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler le dossier des virements, 47 entrées. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. J'ai fait défiler la liste, les dates, les montants, le total cumulé que je suivais, non pas par ressentiment, mais par habitude. De la même manière que je suis mon loyer, mes charges et mes courses. Kevin était une ligne dans mon budget pendant 6 ans. Une dépense que je n'avais jamais prévue et qui revenait avec la régularité d'un abonnement que je ne pouvais pas annuler. 3 000 €, 5 000 €, 2 200 €, 4 100 €, 1 800 €, 6 500 €. Le chiffre défilait comme une chronologie des désastres de quelqu'un d'autre payé avec mes économies. J'ai ouvert un message pour mon père. J'ai tapé un chiffre, 84 000 €. En dessous, moi, une ligne. C'est ce que j'ai payé sur 6 ans. Ton registre manque cette colonne. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone. J'ai préparé le dîner. Pâtes avec ce qu'il y avait dans le frigo. J'ai mangé debout au comptoir, comme je mange la plupart de mes repas maintenant. Pas parce que je n'ai pas de table, mais parce que le comptoir me semble être à la bonne hauteur pour un homme qui a passé 6 ans à absorber les appels téléphoniques de cette position et qui absorbe maintenant le silence à la place. Mon père n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand il l'a fait, il a dit, « Cela n'a rien à voir avec ça. » J'ai répondu, « Le distributeur est fermé, papa. » Définitivement.
Il n'a pas envoyé de message. Le fil de discussion est resté là, son dernier message et mon dernier message, côte à côte sur un écran. Le registre était enfin visible pour l'homme qui n'en a jamais tenu un. Lundi matin, le parc de Fourrière a appelé le propriétaire enregistré du SUV accidenté. Pas mon père, pas moi ou Kevin. Son nom était sur le titre. Il a reçu un appel à 9h du matin lui disant que son véhicule avait été libéré, livré à une adresse résidentielle, retiré par le propriétaire, et retourné au parc. Il devait maintenant 350 € pour le récupérer, plus 45 € par jour de stockage. Kevin n'était au courant de rien de tout cela. Il ne savait pas que son père était allé à la Fourrière. Il ne savait pas que sa voiture avait été utilisée comme un message. Il ne savait pas qu'elle avait fait un aller-retour à travers la ville et qu'elle était revenue plus chère. Il l'a appris lundi matin lorsque le parc de Fourrière l'a appelé. Son nom était sur le titre. Le parc lui a dit que son véhicule avait été libéré, livré à une adresse résidentielle, retiré par le propriétaire, et retourné. Il devait maintenant 350 € pour le récupérer, plus 45 € par jour de stockage. Il m'a appelé lundi soir. Sa voix était différente des appels à 2h du matin, pas un chiffre suivi d'un silence, une véritable conversation. Papa a vraiment pris ma voiture à la Fourrière? Ouais. Et l'a déposée chez toi. Il a essayé. Il l'a envoyée à une maison où je n'habite plus. Le nouveau propriétaire l'a fait remorquer à la Fourrière. Attends, tu as déménagé. Il y a 4 mois, et papa ne le savait pas. Personne ne le savait. Kevin est resté silencieux pendant quelques secondes. J'ai entendu le bruit de quelqu'un qui assemblait des pièces. C'était un son inhabituel. Kevin ne compile généralement pas d'informations. Il crée habituellement des situations qui obligent les autres à assembler les informations pour lui. Alors, papa a payé pour sortir ma voiture de la Fourrière, l'a conduite à travers la ville jusqu'à ton ancienne maison, l'a déposée dans l'allée d'un type au hasard. Le type au hasard l'a fait remorquer, et maintenant je dois 350 € pour la récupérer à nouveau. Plus 45 € par jour de stockage. C'est ma voiture. Il ne m'a pas demandé. Comment ça? Il ne m'a pas dit. Non, il ne l'a pas fait. Il a utilisé ma voiture pour t'atteindre. C'est exactement ce qu'il a fait. Parce que tu as dit non aux 8000 €. Parce que j'ai dit non pour la première fois en 6 ans et il fallait qu'il envoie un message. Le message est juste tombé sur la mauvaise porte. Kevin s'est tué à nouveau. Alors, combien a-t-il dépensé pour ça? Environ 460 € entre la libération et la livraison par remorquage. 460 € pour te punir. Et la punition ne m'a pas atteint. Elle a atteint un homme nommé Gary en short de sport. Kevin a failli rire. Failli. Et maintenant je dois plus qu'avant que papa ne s'en mêle. Nettement plus. Papa va payer pour ça. Occupe-t'en avec papa. Il a raccroché. J'ai découvert plus tard ce qui s'est passé ensuite. Kevin s'est présenté chez mes parents mardi matin. Ma mère m'en a parlé la semaine suivante. Kevin est entré sans frapper. Mon père était à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Tu as pris ma voiture à la Fourrière, a dit Kevin. Mon père a fermé l'ordinateur portable. J'essayais d'aider. Aider qui? Moi? Parce que j'ai des frais de récupération de 350 € et 45 € par jour de frais de stockage dont je n'étais pas au courant jusqu'à ce que le parc de Fourrière m'appelle ce matin. Si ton frère t'avait simplement aidé comme il est censé le faire, rien de tout cela ne serait arrivé. Nathan est censé m'aider. Kevin s'est rapproché de la table. Papa, tu as envoyé ma voiture à une maison qui ne lui appartient même pas. Tu as pris ma propriété sans me demander. Tu l'as conduite à travers la ville et tu l'as déposée dans l'allée d'un étranger. L'étranger a appelé la police à ton sujet. Et maintenant, je dois de l'argent que je ne peux pas payer parce que tu voulais donner une leçon à Nathan. J'essaie de maintenir cette famille unie. Tu essaies de garder le contrôle. Ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas appelé Nathan. Tu ne lui as pas parlé. Tu as envoyé une dépanneuse. C'est comme ça que tu gères tout. Tu expédies les choses au lieu d'avoir des conversations. Ma mère est entrée du couloir. Kevin, assieds-toi. Parlons-en. Je ne veux pas m'asseoir, maman.
Tu savais pour ça? Elle a regardé mon père. Mon père a regardé l'ordinateur portable fermé. Tu savais, a demandé Kevin à nouveau. Ton père pensait que cela ferait réagir Nathan. Alors, vous saviez tous les deux. Vous avez accepté de prendre ma voiture et de l'utiliser sans me le dire. Nous n'avons pas vu ça comme ça. C'est exactement comme ça que ça marche. Vous ne réfléchissez pas. Vous le faites, c'est tout. Et peu importe à qui appartient la propriété, peu importe qui est impliqué financièrement, peu importe le nom sur le titre, cette personne le découvre plus tard quand la facture arrive. Mon père s'est levé. Tout ce que j'ai fait, c'est pour cette famille. Tu as envoyé une voiture accidentée à un homme nommé Gary, qui a déposé une plainte pénale contre toi, papa. Ce n'est pas pour la famille. C'est toi qui perds le contrôle et qui punis la première personne à portée de main. Mon père a regardé Kevin, puis ma mère, puis à nouveau Kevin. Il cherchait quelqu'un dans la pièce pour être d'accord avec lui. Personne ne l'a fait. Et Nathan, a dit Kevin, tu as remarqué comme c'est toujours lui qu'on appelle quand quelque chose tourne mal? Pas moi. Pas toi. Lui. Il a été l'équipe de nettoyage pendant 6 ans, et la première fois qu'il dit non, tu envoies une dépanneuse. Qu'est-ce que cela te dit sur la façon dont cette famille fonctionne? Mon père s'est rassis. La pièce était silencieuse. Kevin a regardé ma mère. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Le dispatching, l'organisation, la proposition de Nat pour des choses sans lui demander. Ma mère n'a pas répondu. Son silence était sa propre réponse. Kevin est parti sans dire au revoir. Ma mère m'a appelé ce soir-là et m'a tout raconté. Et la façon dont elle l'a décrit, Kevin ressemblait à une personne qu'elle ne reconnaissait pas, car le Kevin qu'elle connaissait appelait à 2 heures du matin avec un chiffre. Ce Kevin est arrivé le matin avec des questions. Et la différence entre un homme qui demandait de l'argent et un homme qui demandait des comptes, c'est la différence entre un dépendant et un adulte. Et la cuisine n'était pas prête pour un adulte, Kevin. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon père après ça. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Le fil de discussion s'est terminé par « Le distributeur est fermé, papa ». Définitivement et rien en dessous. Ma mère a appelé une fois de plus une semaine plus tard. Elle n'a pas demandé l'adresse. Elle n'a pas utilisé la culpabilité. Sa voix semblait différente. Fatiguée d'une manière qui n'était pas jouée. Ton père n'est plus le même depuis que Kevin est venu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est silencieux. Il s'assoit à la table avec son ordinateur portable ouvert, mais il ne fait rien dessus. Il s'assoit juste là. Il est en train de traiter. Il n'a jamais eu à la fois vous deux en colère contre lui. C'était toujours Kevin en difficulté et toi qui réparais. Maintenant, Kevin est en colère contre lui et tu es parti. Il ne sait pas quoi faire. Il pourrait m'appeler et avoir une conversation. Une vraie conversation. Pas un message vocal. Pas un véhicule de dépêche. Pas un message qui dit règle ça. Une conversation où il écoute. Il ne sait pas faire ça. Alors, c'est son problème à régler, maman. Pas le mien. Elle était silencieuse. Alors, ton père est confus. Il n'est pas confus. Il n'est juste plus en charge. Et il ne sait pas quoi faire quand le système de dépêche n'a pas de destination. Elle n'a plus appelé après ça. J'ai fait le calcul un soir, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que le calcul est le genre de chose qui me maintient stable quand les émotions se compliquent. Coût de mon père, 280 € libération fourrière, 180 € remorquage livraison, aucun remboursement sur aucun des deux. Total 460 €. Il a dépensé 460 € pour placer une voiture accidentée dans l'allée d'un étranger pendant 15 minutes. Nouveau coût de Kevin, 350 € frais de récupération plus 45 € par jour de stockage. À la fin de la première semaine, le stockage seul dépassait 300 €. Mon coût pour tout l'incident, 0. J'ai lu un message sur mon téléphone, j'ai fait un sandwich et je suis allé me coucher. Le parc de fourrière a continué à facturer. Kevin ne pouvait pas payer les frais de récupération plus le stockage accumulé. La voiture est restée au parc, devenant plus chère chaque jour. Finalement, le parc la vendrait pour pièces et le tout se terminerait par un avis de mise au rebut envoyé à un frère qui avait arrêté de payer une voiture qu'il avait arrêté d'assurer et qu'il avait conduite jusqu'à la détruire.
co-signé par un homme qui avait dit non, utilisé comme arme par un père qui pensait savoir où vivait son fils. La semaine suivante fut la semaine la plus calme que j'ai connue depuis que j'avais vendu la maison. Pas d'appel, pas de messages vocaux, pas de dépanneuse. Mon téléphone est resté sur le comptoir et l'écran est resté sombre pendant des soirées entières. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je préparais le dîner. Je regardais la télévision. Je dormais sans vérifier mon téléphone à 2 heures du matin parce qu'il n'y avait plus personne qui appelait à 2 heures du matin. Le frère qui appelait autrefois était redirigé vers le père. Le père qui expédiait autrefois était privé de l'adresse. Quand la mère qui déployait autrefois la culpabilité avait épuisé les angles qui fonctionnaient, le système tournait toujours quelque part. Je pouvais l'imaginer. Mon père à la table de la cuisine, silencieux. Ma mère dans le couloir, ne sachant pas quoi dire. Kevin chez quelqu'un d'autre, essayant de comprendre les frais de fourrière. La machine fonctionnait toujours. Elle ne m'avait plus à l'intérieur. J'avais été une pièce de cette machine pendant 6 ans. La pièce qui absorbait, la pièce qui payait, la pièce qui répondait à 2 heures du matin et disait oui, parce que oui était plus facile que l'alternative. Mais l'alternative, il s'avère, est un appartement à 22 km de là où le téléphone reste sombre et le café refroidi à un rythme normal, et personne n'envoie une voiture accidentée à votre porte parce que personne ne sait quelle porte est la vôtre. La dernière chose que je vous dirai, c'est ceci. Un mardi soir, 2 semaines après le samedi de la dépanneuse, j'étais assis dans mon appartement. Le téléphone était sur le comptoir, en sourdine. La famille était bruyante ailleurs. Ici, l'appartement était silencieux. Pas de voiture accidentée dans l'allée car il n'y avait pas d'allée. Pas de dépanneuse car personne n'avait l'adresse. Pas d'appel à 2 heures du matin parce que le distributeur était fermé et que le chiffre qui signifiait autrefois de l'argent ne signifiait plus rien. J'ai fait du café. Je l'ai bu debout au comptoir. L'appartement était à 22 km de la dernière adresse que la famille avait enregistrée.